En 2015, Ouais. l'obscurantisme islamiste est venu faire taire un journal avec des kalachnikovs. Aujourd'hui, on est venu faire taire et fermer une chaîne par une décision juridique. Oui, je sais, je vais être le dernier de vos streamers à réact à cette vidéo, mais je l'ai pas vu, donc le rhinocéros sur Hanouna. Oh, l'état mental dans lequel ils sont sur CNews. En fait, ça me fait mourir de rire, mais après, je me souviens immédiatement qu'en fait, il y a des vrais humains qui écoutent cette chaîne comme si c'était vraiment des informations. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, tous les gens autour de moi se foutaient de la gueule des Américains pour les chaînes Fox News, Fox Business, tout l'empire médiatique complètement complotiste et lunaire de Rupert Murdoch aux États-Unis. Aujourd'hui, on a littéralement ça. Ils ont fait l'étape de dire que l'avortement, c'était la première cause de mortalité, d'essayer de faire croire ça. Ils copient vraiment la strate de l'extrême droite américaine, des ultra-conservateurs américains. Ça remplace les guignols de l'info pour ma part. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que c'est pas une parodie. Genre, les gens le regardent premier degré. L'autre jour, j'ai revu Rhinocéros, c'est absolument plus abstrait. Quand on compare avec la situation... Attends, tu veux dire Rhinocéros, l'original? Imaginez, vous allez au théâtre premier degré? Non, je rigole, j'exagère un petit peu. Pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Mais On va pas comparer. non, mais Eh oui, ça y est, C8 a cessé d'émettre. La petite chaîne généraliste de Bolloré s'est éteinte, le régulateur en a décidé ainsi, et il faut bien le dire, c'est complètement de la faute de Cyril Hanouna. Les amendes records, c'était lui. Les rappels à l'ordre permanents de l'Arcom, c'était pour ses émissions. Des émissions qui ont coûté très cher à Bolloré. C8, c'était lui. Et cet échec... C'était quand même incroyable toute la semaine dernière où, à longueur de semaine, les commentateurs d'extrême droite, les uns après les autres, les politiciens, Marine Le Pen, Messia, ont tous hurlé à la censure. Quoi? On ferme C8, c'est un scandale, la liberté d'expression, la démocratie, etc. Sachant que c'est juste la chaîne de propagande d'un milliardaire qui veut bouger la fenêtre d'Overton en sortant les pires dingueries, inviter genre littéralement des néo-nazis à longueur de journée sur la chaîne, désinformer en masse, doxer des gens, révéler l'adresse de Louis Boyard personnel, harceler des gens. Enfin, ils auraient dû ne plus avoir le canal depuis beaucoup plus longtemps, vu toutes les folies que Cyril Hanouna a fait, enfin des trucs qui violent ouvertement la loi pendant des années. Et l'extrême droite qui est là genre, oh la liberté d'expression et tout. Vous vous souvenez l'année dernière, le syndicaliste qui a distribué des tracts sur la Palestine et ils ont essayé de faire croire que c'était un tract pro-Hamas, alors que non, il n'y avait pas du tout ce propos-là. Enfin, on l'a lu ensemble en stream, ce tract. Ce mec-là, il a été condamné pour appel au terrorisme. Je sais pas s'il a été mis en prison exactement, mais il a été condamné. Et le tract, évidemment, zéro apologie du terrorisme dedans. Il y a une ligne, moi je suis d'accord, il y a certaines formulations sur le conflit. Il y a des gens qui ont été premier degré, problématiques. Tous les gens qui ont posté, genre le 7 octobre, des petits dessins mignons des combattants du Hamas descendant avec des paragliders en faisant l'apologie de ce truc-là, ça a existé. Et je l'ai dénoncé, c'est désastreux. C'était pas le cas de ce syndicaliste, il a été condamné. Donc c'était évidemment une atteinte à sa liberté d'expression, même voilà, viser des personnes qui sont dans le mouvement social, qui sont syndicalistes. Là, personne de toute la droite française, toute l'extrême droite française, personne n'a dit un mot, tout le monde s'en fout. Et je peux vous sortir des dizaines d'autres exemples. Ils s'en foutent complètement de la liberté d'expression. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est pouvoir mentir et dire des trucs racistes à la télé, en toute impunité. Heureusement qu'il y a encore un tout petit peu de régulation en France, un tout petit peu d'agences publiques qui peuvent dire « Bah non, on va pas renouveler votre autorisation à émettre », sachant qu'en plus, bah, en fait, Hanouna va juste aller sur M6 et donc sur W9, enfin je sais plus quel truc, on va voir dans la vidéo. Je continue la vidéo, pardon, je parle trop. Après, la loi sur l'apologie du terrorisme est une loi qui semble avoir été bricolée pour faire des procédures bâillons dans tous les sens. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que LFI a essayé de faire un contrôle Z sur le déplacement de cette loi parce que c'était dans un certain pan législatif et ça a été déplacé, ce qui l'a rendu plus facile à instrumentaliser cette loi. LFI a essayé de le déplacer et ils ont tous essayé de faire croire que LFI voulait mettre fin au délit d'apologie du terrorisme. Ils veulent légaliser le terrorisme. LFI veut littéralement légaliser tout le terrorisme en France, vous vous rendez compte? Chaque semaine, il y a une fake news sur LFI. Hein. C'est ma famille, Vincent Bolloré fait partie de ma famille, fera toujours partie de ma famille. C'est pas Vincent Bolloré, c'est non seulement l'actionnaire principal du groupe, mais c'est surtout et avant tout un ami. C'est un ami qui a rendu très riche Cyril Hanouna, donc on comprend pourquoi lui-même est toujours reconnaissant. Par contre, Vincent Bolloré, il a quand même de quoi en vouloir à son poulain qui lui a coûté une fréquence TNT. Alors, rassurez-vous, Bolloré, il a toujours CNews et Pascal Pro pour continuer à mener son combat civilisationnel.
Qui se souvient encore des auditions de Bolloré et de ses collaborateurs à l'Arcom, au Sénat ou à la... Dans ce moment politique qu'on vit actuellement en France, dans le niveau d'évolution du late stage capitalisme, de la descente dans l'extrême droite et tout qu'on est en train de vivre, d'un côté la montée de l'extrême droite, de l'autre côté la montée de la gauche de rupture qui peut gagner dans les prochaines présidentielles si les Français font le taf pour défendre leurs intérêts, hein, bien sûr, hein. Rien n'est inévitable. Mais dans ce moment actuel, moi ce que j'ai envie, c'est d'avoir des discussions. J'ai des discussions qui me reviennent, voilà, des discussions d'il y a 5 ans, il y a 6 ans que j'avais avec des proches. Quand je leur parlais des inégalités de richesse et du fait que ça provenait intrinsèquement du système économique qu'on a actuellement, et que donc un truc vraiment important à faire aujourd'hui politiquement, c'est de changer le système économique sur le mode de production, sur ces trucs-là. Quand je parlais de ça, j'avais cette réponse de la part de gens qui sont progressistes, hein, globalement sur plein de sujets, mais sur ce sujet-là, ils sont pas d'accord avec moi, et ils me répondaient, le problème, c'est pas que les riches sont riches. Le problème, c'est que les pauvres sont pauvres. Moi, je m'en fous qu'il y ait des milliardaires. Je m'en fous qu'il y ait des gens qui réussissent énormément, qui accumulent plein d'argent, qui sont super riches. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de pauvres. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait personne qui soit à la rue, etc. La personne disait ça quand moi, j'évoquais, par exemple, les milliardaires, tu vois. Dans le système qu'on propose, le système qu'on vous décrit régulièrement avec Bienfait pour tous, là, impôt progressif sur le patrimoine, impôt plus redistributif, garantie des besoins vitaux, bien sûr, il y a des gens qui vont se mettre très bien. Des hauts revenus, des niveaux de vie très confortables, qui pourront se payer beaucoup de biens matériels, de confort matériel. Ils ne seront pas milliardaires. Donc encore une fois, le truc de c'est ok qu'il y ait des riches qui soient riches. Bah ouais, ok. Mais ça veut dire quoi riche? Parce que là, maintenant on parle de gens qui sont des centimilliardaires, les gens. Peut-être la personne la plus riche de ce chat a peut-être un patrimoine, allez, on va dire de quoi 500 000, 1 million d'euros. Entre une personne qui a un patrimoine total de 1 million, c'est pas mal, ok, techniquement, t'es dans la catégorie millionnaire, voilà. Tu fais x10, t'as 10 millions. Tu fais encore x10, t'as 100 millions. Là, c'est quand même, t'es méga riche. T'as 100 millions, t'es un méga riche. Mais t'es à 1/10 d'avoir 1 milliard. T'es 10 fois moins riche que quelqu'un qui a juste 1 milliard. Mais là, on parle pas de gens qui ont 1 milliard, on parle de gens qui ont 100 milliards. Les Musk, les Bezos, les Bolloré. C'est des gens, ils pourraient payer la moitié de la population française à faire un truc pendant des années, au SMIC. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien avoir cette discussion avec les gens qui disaient c'est pas grave que les riches soient riches, mais attendez, donc là vous êtes en train de me dire que c'est ok de garder des gens qui possèdent 200 entreprises de presse, qui ont une influence idéologique sur la population française complètement malade à l'insu de leur plein gré, d'accord? Est-ce qu'on a décidé démocratiquement qu'il y avait un connard d'extrême droite qui pouvait posséder 200 chaînes, focaliser toute l'attention de millions de personnes dans le pays sur des random faits divers de personnes pauvres sous OQTF qui ont agressé quelqu'un, au lieu de parler des agressions au sens plus large ou des problèmes qui sont encore bien plus répandus que des agressions physiques comme la pauvreté, les services publics en délabrement, comme les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, enfin je sais pas, voilà. J'aimerais bien avoir ces discussions. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a encore, après j'ai l'impression qu'aujourd'hui ces gens-là, soit on fait genre Reggie le gorilla, genre ils sont beaucoup plus convaincus pour le projet de société de la gauche de rupture, ou sont devenus full réactionnaires. Il doit quand même rester des gens qui sont d'accord avec ça. J'ai envie d'avoir ces discussions. Pourquoi je dis ça? Je dis tout ça parce que je dis qu'il y a un problème intrinsèquement à avoir des gens, genre, tu pourrais, même si tu règles le problème des personnes sans abri, même si tu fais, par exemple, ce qu'on propose, la garantie des besoins vitaux avec des logements publics gratuits sur demande, des minimums vitaux dans tous les domaines, des cantines publiques gratuites, donc plus personne peut avoir faim, plus personne peut être à la rue, impôts plus progressifs sur le revenu et tout, même si tu règles tout ça, moi je suis désolé, en gardant l'existence de personnes qui possèdent genre 1 milliard d'euros de capital ou plus, c'est un problème social en soi. Pour moi, c'est un problème social en soi. Même si tous les autres problèmes étaient réglés, ce problème-là serait aussi un problème à régler, vu le pouvoir complètement disproportionné que ça donne à ces gens sur des millions de personnes. Et de façon non élue surtout, hein. Aucune démocratie, aucun contrôle des citoyens là-dessus. D'orchestrer avec leur chaîne de vastes campagnes de propagande pour l'extrême droite. Allons bon, qu'est-ce que vous allez vous imaginer? Voilà, parce que CNews raconte... Je comprends pas que les gens ne comprennent pas que la richesse est captée au détriment d'autres individus. Oui, alors ça c'était mon argument à l'époque. Je me souviens très bien dans cette discussion, je disais, tu vois pas qu'il y a un lien en fait entre le fait que les gens les plus pauvres sont pauvres et les plus riches sont méga milliardaires. Tu vois pas que du coup il y a peut-être un rapport entre les deux, mais en vrai, t'as même pas forcément besoin d'aller sur cet argument-là. Je trouve que l'argument de juste observer ce que fait Elon Musk aux US, observer ce que fait Bolloré en France, est largement suffisant normalement pour convaincre une personne à peu près saine d'esprit. Genre, c'est juste de la logique, quoi. C'est des faits et de la logique. La vérité reçoit tout le monde, enfin en tout cas tous ceux qui veulent y aller. Et C8 marche parce que là aussi, il y a un espace de liberté. Je crois que vous recevez Cyril Hanouna demain. Vous vous demanderez pourquoi Cyril Hanouna fait plus de 2 millions de personnes tous les soirs. Le problème, c'est plutôt le pouvoir conféré par la thune, pas d'avoir de la thune en soi, du coup. Oui, mais c'est lié, du coup.
Je vois aucun système économique envisageable où le fait d'avoir 1 milliard d'euros en argent ne va pas te conférer un immense pouvoir sur des millions de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas comment... Jeunes qui viennent le regarder. Voilà, ils ont envie de regarder ça. Alors, est-ce qu'il y a de l'idéologie là-dedans ou chez Cyril Hanouna? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a une liberté, une joie. Sauf qu'avec la fin de C8, là, on a vu qu'ils en avaient plus rien à foutre. Ces auditions de Bolloré, on avait regardé, c'était incroyable à quel point il se foutait de la gueule des gens. Il savait très bien qu'il était intouchable. Le moment où on lui a dit, mais quand une de vos chaînes a dit que l'avortement, il faudrait qu'on ait ce clip-là sous la main, les gens, c'est important. C'est bizarre quand même quand vous avez dit que la première cause de mortalité, c'était les avortements. Sur CNews, il y a eu un graphique et le gars a essayé de faire croire que c'était genre une erreur d'un stagiaire, ce graphique. Il a dit « Oh, j'ai un peu entendu parler de ça, mais j'irai demander et tout, comment ça a pu se produire. On m'a dit que c'était une erreur et tout, mais j'irai enquêter. » Genre, c'était lunaire ce moment. La séquence de commission, ah, trop bien, Pixel. Si tu m'as trouvé le timestamp parfait, t'es le GOAT. Revenons un instant sur l'émission dont on a parlé avec la direction de CNews sur l'IVG. La direction a considéré que c'était une faute très grave que d'avoir diffusé cette émission, et en particulier le visuel indiquant que l'IVG serait une cause de mortalité. Ils en ont parlé comme d'une meurtrissure. Laurence Ferrari s'en est excusée, Christine Kelly également. Est-ce que vous considérez que c'était une faute très grave, et dans ces cas-là, qui, d'après vous, mériterait d'être sanctionné? Alors, ils ont dit que c'était une erreur technique, et j'ai pas de raison de mettre en doute la parole des gens qui travaillent dans le groupe. Donc, s'ils disent que c'est une erreur technique, c'est une erreur technique. C'est comme le salut nazi d'Elon Musk, tu vois. C'est « Ah, oups, petite erreur technique ». Ils font vraiment beaucoup d'erreurs techniques qui vont tous dans le sens du fascisme quand même. C'est bizarre. Et c'est pas à moi d'accabler des gens à l'intérieur des chaînes. On peut pas à la fois me dire que si je me mêle, je fais de la censure, et si je me mêle pas, je fais du non-interventionniste. Si vous voulez mon avis sur le sujet lui-même, je peux vous l'exprimer, même si c'est pas dans la commission. Je pense que se heurte dans cette affaire de liberté. Et comme vous le savez, moi je suis très attaché à la liberté. J'ai de l'ADN, dans mon ADN coule la liberté. Oh, je m'étais pas souvenu du culot qu'il avait, ce mec. Vraiment le sentiment de toute puissance qui émane de lui, genre il s'en fout, mais à un tel point. Comme vous le savez, c'est la liberté des gens de disposer d'eux-mêmes et la liberté des enfants à vivre. Et je pense qu'il y a un certain nombre de gens... La liberté des enfants à vivre. On parle dans le cadre de l'avortement. Donc en fait, il est d'accord idéologiquement. C'est ça l'hypocrisie du gars, quoi. C'est une erreur technique, il n'y a rien qui est lié avec l'idéologie de ma personne, évidemment. Phrase d'après, valide le fait que l'avortement, c'est le meurtre d'un enfant. J'ai la liberté qui coule dans mes veines. Qui, tout en voulant laisser la liberté, parce que c'est quelque chose de fondamental, disent, n'oubliez pas, à un moment, quelque chose où une vie ne s'exprime pas. Que c'est quand même... C'est 100% sûr qu'après cette audition, il est allé au Fouquet's manger avec ses autres potes milliardaires, et ils se sont tous tapés des grosses barres autour de la vidéo. C'est 100% sûr, les gens. Je vous garantis. Ouais. Et là, je lui ai dit, la liberté coule dans mes veines, t'imagines? Ho, 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 ho. Allez, resserre-moi un peu de champagne. Si t'es milliardaire, tu vas pas au Fouquet's? Oui, je dis ça pour le stéréotype, mais oui. T'as un chef particulier chez toi? Dans les derniers jours de la chaîne, on a eu le droit à un documentaire à la gloire de Bardella, un documentaire sur le Puy du Fou raconté par Philippe de Villiers, et même, le dernier jour, à la diffusion d'un film anti-avortement produit par des chrétiens évangéliques américains. Je l'ai vu. C'était comme s'il se tordait et se battait pour survivre. Merci de tout ce que vous avez fait pour nous. J'oublierai jamais. Allez, on rentre. J'ai été la complice de plus de 22 000. Voilà, c'était ça l'ambiance à la fin de C8. Alors, c'était pas que ça, parce qu'il y a quand même eu une grande soirée spéciale d'Arca 100% TPMP. Et là, c'était boum! En quoi c'est un problème en soi? Si on interdit de posséder plus d'un média, d'avoir des monopoles, etc., ça reste un problème. Comment tu l'empêches concrètement? Alors moi je trouve que la solution pour ça, c'est pas d'interdire de posséder plus d'un média ou interdire des monopoles, etc. Honnêtement, je trouve élégante la solution d'un impôt progressif sur le patrimoine. Les tranches les plus élevées de cet impôt seraient vachement élevées, hein, genre 90% et tout. Si tu concentres énormément de capital, bah en fait c'est ton patrimoine qui va être gigantesque, et tous les ans tu vas devoir payer énormément. Oula, what the fuck? Je suis devenu un mème. D'accord, ok. Le test de la capture card qui tout va bien. Wide mulch. Attendez. C'est le pire stream. L'affaire pire stream reprend.
Si je fais ça, ok. C'est vraiment un des moments de tous les temps de ce stream. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, je disais que l'impôt progressif sur le patrimoine, ça fait que les individus qui seraient dans un truc de monopole, de posséder 100% du capital de plein d'entreprises de médias et tout, leur patrimoine serait tellement grand qu'ils vont devoir le vendre en fait juste pour payer les impôts, tu vois. Donc ça va déconcentrer ce truc-là. Sauf si bien sûr ils arrivent à avoir individuellement des revenus tous les ans qui seront suffisants pour compenser cette part d'impôts qu'ils devront payer, mais au bout d'un moment, tu devras gagner genre 1 milliard par an de revenus en tant que personne, tu vois, genre, ça va être compliqué. Au bout d'un moment, c'est plus envisageable, mais en tout cas, ouais. Donc, c'est pas moi, je suis contre les interdictions explicites de posséder des parts dans des médias et tout, ça, c'est pas très vendable, quoi, c'est pas très stratégique de le proposer politiquement. Si c'est pas par le système qu'on propose nous, les solutions pour le faire violent techniquement la formulation actuelle de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, puisque la propriété privée est un droit. Et dans l'interprétation actuelle de cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens, ça rentre dans ce cadre-là. Hein. Les bien-pensants qui nous fliquent, on leur met un doigt. Les cons, les antipathiques, on leur met 2 doigts. Les tordus de la politique, on leur met 3 doigts. Et tous ceux qui nous critiquent, on leur met le bras. C'est bien, non? Et pour tous les salauds, ce sera du chorizo. Quoi? C'est Oui. une vieille reste. Bon bref, alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cette soirée? Alors, bah oui, non, surtout la question, c'est que va devenir Cyril Hanouna? Il était là, le suspense. Un suspense savamment entretenu par l'animateur-producteur lui-même, pendant des semaines. Et là, enfin, on allait savoir. Ça avait été annoncé, à la fin de l'émission, Hanouna et ses chroniqueurs allaient monter dans le bus de l'avenir, et le bus allait conduire tout ce beau monde vers leur nouvelle aventure. Alors vous l'avez peut-être vu, c'est devant le siège du groupe M6 que tout ça s'est terminé. En septembre, Cyril Hanouna va débarquer sur W9 et Fun Radio pour animer de toutes nouvelles émissions. Des émissions de divertissement apolitiques portant principalement sur l'actualité des médias. Ça rappelle un truc, non? Un truc sorti en 2010 là sur France 4 avec Cyril. En fait, c'est vraiment des streamers, quoi. Regardez, ils font des streams IRL. Il y a un storytelling qui est développé, il y a des personnages, il y a des gens. En fait, il faut juste que des gens basés aient un média comme ça, c'est tout. Hein. Enfin, infuser, par exemple, les idées qu'on a ici et tout, qu'on partage. C'est hyper important d'avoir du contenu qui inclut ces idées-là, mais qui est divertissant. Parce que des streams de ultra théorie, ultra gros cerveau et tout, la série documentaire que je fais, les vidéos, enfin j'essaye d'avoir un petit aspect divertissant aussi dans ce que je fais, bien sûr, hein, mais des trucs qui sont genre de la pure théorie, ou des trucs, tu vois, c'est quoi le livre de Thomas Piketty, là, le Capital au 21e siècle, enfin des analyses comme ça, juste statistiquement, le nombre de gens dans ta société qui vont s'intéresser, qui vont lire, ou même si c'est sous forme de vidéo, tu vois, c'est déjà plus accessible. Mais un truc comme ça, une vidéo méga théorique sur un truc comme ça, si elle est super bien faite par quelqu'un qui a un peu de notoriété, ouais, ça peut faire 100 000 vues, ça peut peut-être faire un peu plus, mais là, c'est vraiment le plafond. Mais là, des télés comme ça où c'est divertissant, c'est des millions et des millions de personnes qui regardent en direct. Ça serait trop cool d'avoir un truc qui est 50% du divertissement, mais quand ça parle des sujets importants et tout, au lieu que ça soit des takes full réactionnaires, extrême droite, des informations complotistes au service des milliardaires, que ça soit basé, quoi. C'est vraiment un truc qu'il faut dans le paysage et qui n'existe pas trop. Hein. L'aspect tu passes sur des canaux ultra légitimes et exposés, ça aide aussi. Juste passer à la télé, ça t'expose énormément de personnes. Pas besoin d'être divertissant, je pense. Si, Eclipse, faut avoir... Regarde des podcasters et tout. C'est qui le c'est Theo Von, là, le podcasteur américain. Ce mec-là, il est populaire principalement parce que il arrive à être divertissant dans ses podcasts avec ses invités. Alors oui, quand c'est des invités d'extrême droite, du coup, il n'y a aucun pushback, c'est désastreux. Il a reçu Trump. Je dis pas que j'aime bien Theo Von, mais il faut analyser aussi pourquoi il y a des gens qui aiment bien regarder certains contenus et tout. Tu peux allier un truc divertissant et des idées basées sur tous les sujets. Devant le siège du groupe M6 que tout ça s'est terminé. En septembre, Cyril Hanouna va débarquer sur W9 et Fun Radio pour animer de toutes nouvelles émissions. Des émissions de divertissement apolitiques portant principalement sur l'actualité des médias. Ça rappelle un truc, non? Un truc sorti en 2010 là sur France 4 avec Cyril Hanouna qui présentait, je sais plus. Eh bah oui, ça rappelle la formule d'origine de Touche pas à mon poste avant que ça devienne l'émission qu'on connaît aujourd'hui, qui fait la part belle aux faits divers, aux invités d'extrême droite, une émission en croisade permanente contre la gauche. Les wokistes. La politique, moi, j'en parle pas du tout de politique. Bah non. Vous prenez les Pourquoi c'est les mêmes éléments de langage que les youtubeurs éclatés, extrême droitards? Non, je parle pas de politique, ça m'intéresse pas. Vraiment, ça c'est... je trouve ouf que ça soit les mêmes éléments de langage partout, tout le temps. derniers mois, j'ai pas du tout parlé de politique. En fait, c'est la politique qui a sauvé l'émission de Cyril Hanouna. Hanouna est obsédé par les audiences, hein. Il regarde ce qui marche, et ce qui marche, c'est la politique. Recevoir des gilets jaunes, ça marche mieux que de commenter le dernier épisode de Koh-Lanta.
inviter Julien Audoul ou Éric Zemmour, ça marche mieux que de chier sur Karine Le Marchand pendant 20 minutes. Bah oui. Alors lui, il s'en défend, il dit qu'il parle de la société. Mais bon, pour parler de la société, il invite quand même beaucoup de politiques. Et des politiques qui sont un peu tous du même bord. Un peu des fachos quand même. Pas parce qu'on a reçu 3 fois Jordan Bardella ou 4 fois Éric Ciotti ou 2 fois on a mis des vidéos de Laurent Wauquiez. Nous on invite tout le monde ici. Bon, vous l'avez sans doute constaté, hein, au fil des années, Cyril Hanouna a commencé à prendre la politique très au sérieux et il est fort probable qu'il abandonne pas ce truc-là aussi facilement. Alors le contrat avec M6 est sûrement très avantageux. Lui, il va pouvoir rester dans le paysage médiatique et continuer à faire beaucoup d'argent. Mais nous, on se dit qu'il va peut-être pas se satisfaire que de ça. Ouais. Alors bon, il y a tout le monde qui me demande, Cyril, est-ce que tu vas te présenter à l'élection présidentielle de 2027 ? Alors, à votre avis, vous... Fais-le Cyril. Let's go, Hanouna 2027, moi je suis tellement chaud les gens. Venez à gauche, il y a une candidature NFP unie, et venez, on laisse l'extrême droite présenter 18 000 candidatures. Venez, le truc de arriver dans une élection présidentielle, le truc le plus important en France vu la structure de pouvoir, et avoir juste la pire stratégie imaginable que tu peux concevoir pour ton bord politique, venez, on transfère ça plutôt à la droite. Après on se retrouve avec des débats extrême droite contre extrême droite. Non mais les gens, si ça marchait comme ça, le fait qu'il y avait 6 candidatures considérées de gauche en 2022, ça aurait fait que la gauche serait au moins passée au second tour, puisqu'il y avait énormément de débats entre la gauche et la gauche. Ah bah non en fait, c'était l'inverse qui s'est produit. Attention, il nous faut 2 candidatures à gauche. Quoi ? Moins il y a de candidatures qui sont de gauche, moins ça disperse les voix, plus il y a de chances d'avoir quelqu'un qui veut faire un bon programme bon pour les gens au second tour. Pourquoi 2 candidatures ? Il nous faut 2 candidatures à gauche, une gauche radicale et une gauche molle qui suce les voix macronistes. Et du coup, c'est pas de gauche. Quoi ? Donc t'es en train de dire il faut une candidature de gauche, de rupture, et plusieurs candidatures macronistes qui portent le projet politique de Macron ou très très similaire, genre Hollande, etc. Après, le problème, c'est que si Hollande est candidat, par exemple, tous les médias vont mettre l'étiquette gauche sur lui, ils vont faire croire qu'il veut faire une politique de gauche, etc. Ils vont même dire, bah, c'est lui en tête à gauche, c'est le sport de la gauche, c'est le renouveau de la gauche, machin, la gauche raisonnable. Donc non, c'est une mauvaise chose, ce truc, je comprends pas. Je comprends pas votre argument, en fait, je comprends pas l'argument. Qui croira ça, MDR ? La liste PS Place Publique arrive en tête aux européennes, donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont débiles et tombent dans les pièges des médias quand même. Est-ce que c'est pas plus logique d'avoir pour but un plus gros score du candidat en tête de la gauche, d'avoir plus de voix dans l'absolu, plutôt que de dire diviser les voix de la droite pour que la barre du second tour soit abaissée? Déjà, moi les gens, je veux pas que l'extrême droite accède au second tour. Ça peut paraître bizarre hein, pour quelqu'un qui est antifasciste. Ah, en fait, non, c'est complètement logique. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont une sorte de mentalité de je veux absolument un second tour gauche de rupture contre l'extrême droite, ce qui est juste désastreux. Déjà, il faut que les abstentionnistes peut-être se bougent. Il faut convaincre des abstentionnistes qu'ils n'ont pas intérêt à continuer de s'abstenir et qu'ils ont tout intérêt à avoir un programme qui augmente les minima sociaux, qui augmente les salaires, qui redistribue les richesses, qui relance l'économie. Il faut convaincre les gens qui votent pour des petites candidatures de gauche qui sont déjà d'accord sur plein de sujets, mais juste qui comprennent pas trop le fonctionnement des élections, visiblement. J'aime tes analyses, mais il faut que tu parles de la série du graphique de position pas dû. J'ai l'impression que tu fais semblant de ne pas y prêter attention, mais leur analyse paraît cohérente. Les gens, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit 2025, j'essaye de pas me focaliser sur les désaccords que j'ai avec des gens qui sont, entre guillemets, d'accord avec moi sur beaucoup de choses. Après, si vous voulez vraiment que je réacte à ça, je peux le faire, mais venez pas me dire, oh là là, Mulch, il fait des dramas, je sais pas quoi, parce que je vais être en désaccord de fou avec ce qu'ils disent. Hein. Reste fort, Mulch, résiste, ouais, on va rester fort. C'est une candidature commune à gauche et le candidat choisi est Tondelier, Roussel / Ruffin. Est-ce que tu appelles à voter pour ? En fait, le problème, c'est qu'il y a une contradiction dans ta phrase. Parce que tu as dit candidature de gauche et après, tu as donné ces 3 personnes. Donc, il y a un problème dans la phrase. Oui, mais c'est important parce que vous n'avez absolument pas la même analyse et les débouchés sont vraiment différents. Ah, ok, ouais. Je vais réfléchir, peut-être. C'est vrai que potentiellement, pas du ring, peut-être s'il y a moyen d'avoir une vraie discussion de fond et que ça tourne pas instantanément à la mauvaise foi et aux attaques complètement gratuites comme ça a été le cas avec d'autres personnes. Je vais réfléchir, mais ouais, je sais pas. C'est bizarre d'être là à dire oui, il faut absolument que Hollande soit candidat. Genre, si Hollande se déclare candidat, vous serez là à dire genre yes, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, la stratégie va marcher et tout. Non, c'est pas une bonne chose en fait. Ça sera étiqueté de gauche par les médias mainstream et utilisé pour essayer de dire maintenant c'est ça la gauche et LFI n'est plus en tête à gauche et finito. C'est pas un truc souhaitable. Donc je veux une candidature de la gauche entière dont le PS.
Alors le PS, du coup, visiblement sont des traîtres au projet de la gauche étant le NFP. Ils ont visiblement trahi le projet du NFP, ils se revendiquent pas du programme NFP, ils s'en foutent de censurer Bayrou qui propose un budget qui est complètement le contraire de ce que veut faire le NFP. Je vois aucun argument pour dire que ça serait la gauche. Pour moi, c'est la droite. Par contre, oui, entre la situation où il y a une candidature unique du NFP et la deuxième situation où il y a une candidature unique du NFP plus une candidature PS, je préfère celle où il n'y a pas de candidature PS, puisque celle du PS, il y a certaines personnes qui vont tomber dans les pièges habituels et ne pas voter pour une candidature NFP. On ne sait pas combien de votants Mélenchon 2022 vont voter Hollande s'il se présente, c'est possible qu'il en prenne plus que ce que vous pensez. Ouais, en fait, rendez-vous compte que l'électeur moyen a des raisonnements complètement catastrophiques et d'élus où parfois ne s'arrive même pas à s'expliquer, même pour lui, pourquoi il a fait le choix qu'il a fait. Enfin, est-ce que vous avez parlé à vos grands-parents, aux amis de vos grands-parents, aux boomers? Enfin, attention, Et je dis pas que c'est intrinsèque, je dis pas que les gens peuvent pas faire mieux et devenir plus basés et se remettre en question. Bien sûr, c'est possible, mais statistiquement, c'est un peu catastrophique quand même, les raisonnements des gens dans les élections. Sinon, la gauche aurait gagné depuis longtemps. Déjà, il reste 2 ans avant la prochaine présidentielle, à moins que Macron démissionne entre-temps, ce qui est improbable. Entre-temps, il y a les municipales. Je sais que j'arrête pas de vous dire ça, mais apparemment, il y a pas grand monde qui veut s'intéresser à ça ou parler de ça. Normalement, entre les élections, si vous voulez gagner les prochaines élections, avoir plus de chances de gagner les prochaines élections, le truc essentiel à faire, le truc principal à faire, sur lequel il faut mettre le plus de temps et d'énergie, c'est convaincre sur le fond. Convaincre les gens qui n'ont pas voté pour le truc de la gauche de rupture la dernière fois, qu'en fait c'est un bon projet, que ça améliorerait vraiment leur vie, la vie de leurs proches. Il n'y a pas encore suffisamment de gens qui sont convaincus de ça dans le pays. Et donc ça, c'est normalement le priorité numéro 1. Plutôt que tergiverser tout le temps sur qui sera le candidat, la candidate, alors qu'on n'a pas de pouvoir sur ça. Imaginez, est-ce que en fait une candidature ça diviserait pas? Vraiment, c'est pas le truc. C'est pas censé être ça le focus normalement. Dans une lutte politique, c'est pas ça le focus. Faire changer d'avis les gens, parler à vos proches, parler à vos amis. Et en plus, ça marche, Le nombre de gens qui regardent ce stream qui m'ont dit « Mul, j'ai utilisé tes arguments contre un ami, contre un collègue, contre des proches. » Petit à petit, ils changent d'avis, ils se rendent compte des erreurs de raisonnement, des fake news et tout qu'ils avaient cru avant, ils changent. C'est possible en fait, faut juste faire le taf. C'est un taf, ça prend du temps, de l'énergie et tout, mais au final ça marche. Et ça permet de gagner des élections et d'être au pouvoir. On a analysé au dernier stream le changement de position de LFI et de Mélenchon quand ils ont dit « Cette candidature unique NFP, ça sera une candidature insoumise et les autres ils peuvent... » Oui, ok, ils ont changé de position. En même temps, c'est logique. La LFI ayant fait 22% dans les élections, étant la force centrale de gauche en France, de très très loin devant tout le monde, ça serait quand même... c'est compréhensible que c'est une candidature LFI qui serait la candidature de rassemblement. C'est quand même... Malgré la fin de C8, l'émission Touche pas à mon poste ne s'est pas arrêtée. Depuis le 3 mars, elle est diffusée sur les box internet et sur YouTube. Cyril Hanouna a fait les choses en grand. Aidé par ses équipes et celles de Bolloré, il est en train de préparer la suite et son plan est très malin. La soirée de clôture de TPMP a été un énorme carton d'audience et c'est ce soir-là que Cyril Hanouna a annoncé à son public qu'il allait pouvoir continuer à le suivre ailleurs. En somme, il a organisé lui-même la conversion de son audience vers ses nouvelles chaînes, des chaînes à lui et rien qu'à lui. Là, on est à 120 000 sur YouTube. Franchement, allez nous suivre, bien sûr, en direct sur YouTube. Dailymotion, bien sûr, MyCanal, tout ça. Bon. Attendez, ils streament sur YouTube aussi? Ils ont un stream YouTube maintenant? Waouh, ils ont 116 000 personnes. Les gens en France adorent regarder ça. Les Français adorent ça, Ils raffolent de ça. C'est fou quand même. J'ai jamais regardé un seul truc, au bout de 30 secondes de regarder ça, je suis obligé d'éteindre. Je peux pas regarder, j'ai jamais regardé. De toute façon, j'ai pas la télé chez moi, mais j'ai jamais pu regarder un truc de Hanouna. C'est quand tu mets des nouilles dans le slip de BPT. La rentrée avec M6, c'est dans longtemps. Et en attendant, Cyril Hanouna est en train de s'organiser pour ne plus se retrouver dans une situation de dépendance pénible comme celle qu'il a connue avec Bolloré. Et tout ça, ça a l'air très bien préparé. Par exemple, tout au long de l'émission du 3 mars, Hanouna a mis en avant des marques. Plein de marques, n'importe lesquelles en fait. Pourquoi c'est pas aussi simple de rendre la population de gauche? Moi, ma take là-dessus, c'est qu'en fait, c'est aussi simple. C'est vraiment un rapport de force médiatique. S'il y avait des gens qui n'étaient pas nazis, qui étaient plus progressistes, qui avaient les moyens, la motivation, l'énergie, la créativité, etc. pour monter une chaîne de télé qui est à la fois divertissante mais basée politiquement, avec des sujets intéressants, des débats, des polémiques, mais où c'est pas constamment des sophismes, de la désinformation, du truc ultra trash et tout. Peut-être certains trucs un peu trash par moment, tu peux avoir tu peux avoir 2% de ça par moment, des petits trucs marrants, bref. Je pense que ça pourrait de fou marcher. En fait, il y a énormément de gens, ils rentrent du taf, ils sont exténués, ils en peuvent plus. Ils s'ouvrent une petite bière, ils se posent devant leur télé. C'est quoi le truc divertissant qui est disponible devant moi? C'est Hanouna. Et si ce truc-là était progressiste et basé, en fait, ils regarderaient ça.
Ils entendraient le débat Bad Mulch et Jack le Fou et ils seraient divertis, tu vois. Pour moi, c'est un rapport de force. C'est pas un truc de... C'est intrinsèquement difficile de rendre les gens plus progressistes, de les faire remettre en question. Je suis vraiment pas... comment dire, je suis pas du tout doomer, je suis pas du tout... je pense que c'est faisable et que c'est juste un truc de rapport de force, quoi. Tout le plateau serait du côté de Mulch. Alors ça c'est pas sûr. Je vais pas jusqu'à là non plus. C'est aussi un truc de talent de faire du divertissement qui divertit les gens, quoi. Hein. Tu peux divertir les gens avec des trucs hyper intéressants, des sujets d'actualité, des sujets de société. Tu peux aller faire un reportage méga intéressant sur une coopérative qui fait des jeux vidéo. Tu mets en avant beaucoup plus l'aspect jeux vidéo que l'aspect genre « Oh, regardez, tout le monde a une part égale des parts de la société ». Mais techniquement, ça promeut un truc de coopérative. Tu peux faire des reportages Élise Lucet, mais avec peut-être des arguments un petit peu plus basés qu'Élise Lucet quand même, parce que par moment... Il y a des trucs bien hein, dans Élise Lucet, mais il y a des trucs un peu pas très rigoureux. La façon dont c'est réalisé, la façon dont c'est tourné, dont c'est machin, peut être divertissante et genre les gens peuvent adorer regarder ça, tu vois. Combien de films ont des messages incroyables, excellents, machin, mais sont des films super populaires parce que c'est bien fait en fait. À un moment, c'est Skilly Chou aussi. Skilly Chou. Mais avant tout, Capital Ichou. Talk sportif cette année, les gars. Un petit Kinder Delice. Un petit Kinder Delice, tiens. S'il y avait un milliardaire neutre et apolitique dans le pays, on serait potentiellement sauvés. Hein. Voilà. Polska voulait. Ah, Polska, vous adorez ça. Oui. Les fraises Haribo. Pour cette attitude, je suis pas encore milliardaire, mais si je le deviens, je vous promets. Ah, c'est pas en faisant des dons de 300 € à chaque stream que tu vas devenir milliardaire. Hein. Attention, faut mieux gérer ton. C'est le gars qui se tire juste une balle dans le pied complètement. Il y a Mathieu Pigasse comme milliardaire pro-NFP. Non. D'où il est pro-NFP, lui? On a là un homme de télévision, égocentrique et tyrannique, multimillionnaire, passionné de politique, tenté par la présidentielle. Vous vous doutez bien que pour lui, il y a un modèle qui s'impose et qui le fait rêver, c'est celui de Trump. Le seul moyen de faire bouger la France, c'est qu'il y ait quelqu'un qui arrive en 2027 et qui casse tout et qui reprenne tout depuis le début. S'il garde les mêmes institutions, sachez-le, la France ne se relèvera pas de sitôt. Si vous suivez TPMP, c'est assez évident, vous voyez bien qu'Hanouna est en train d'essayer d'appliquer toutes les recettes de la campagne de Trump. Hein, il s'en prend à la gauche, il s'en prend aux wokistes. Et aujourd'hui, l'intolérance, elle est à gauche, elle est dans ces médias de gauche. Je pense que les woke sont en train, pour l'instant, énormément abîmer le monde. Donc tout ce qui est anti-woke, je le défendrai. Et comme Donald... Quoi? Ok, Cyril, ok. Trump est pour moi le symbole de l'anti-wokisme et c'est pour ça qu'il a gagné les dernières élections américaines. Donc il va défendre Trump. C'est ce qu'il a fait lundi soir, alors qu'une partie de la communauté internationale était encore choquée de la manière dont Trump avait... Est-ce que c'est pas une bonne idée de se revendiquer woke en fait? Le mot veut dire être éveillé, être conscient de comment fonctionne le monde réellement. Ce qui est littéralement l'inverse de la bien-pensance d'ailleurs. Tu réfléchis 2 secondes. Le concept de bien-pensance, oh oui, t'es un bien-pensant, c'est bien, tu répètes bien ce qu'on t'a dit de penser. Mais moi je suis red pill, moi je connais la vraie réalité. Moi je suis woke, je suis éveillé au vrai fonctionnement du monde. Au fait qu'en fait c'est une oligarchie capitaliste qui dirige tout, qui est là pour son propre intérêt, pour son propre profit, qui promeut certaines idéologies plutôt que d'autres pour son intérêt. Comment tu peux à la fois dire que t'es contre la bien-pensance et que t'es anti-woke, sachant que maintenant ces gens sont le statu quo, c'est les chaînes de télé, c'est les milliardaires, c'est Macron au pouvoir qui fait constamment des passes décisives à l'extrême droite. On veut pas d'étiquette, Mulch, il nous faut une ligne claire, on va pas refaire la NUPES. Hanouna se moquait, lui aussi, de Zelensky et invitait son public... Je sais pas, moi je pense que Hanouna ne croit en rien en fait. Je crois qu'il a aucune idéologie. Ce gars épouse juste la tendance du moment pour faire des views, pour surfer sur des tendances. Là c'est le truc anti-woke et tout, parce qu'il sait que ça rapporte de l'argent à Bolloré. A savouré cette séquence et ses détournements. Je pense que s'il y avait un milliardaire progressiste qui offrait plus d'argent à Hanouna, il garderait la même personnalité mais il diffuserait les idées inverses si ça lui rapportait plus d'argent. C'était un bon moment. Et Donald Trump a dit à la fin de truc, il a dit ça a fait un bon moment de télé. Pourquoi vouloir se présenter au présidentiel s'il a aucune croyance? Non mais les gens, vous allez pas croire Hanouna sur parole quand il vous sort ça. Enfin, les effets d'annonce que tu peux mettre dans un gros titre d'un journal pour faire vendre un journal en disant Hanouna se présente. Vous allez croire sur parole Cyril Hanouna à 2 ans d'une élection? On n'en sait rien. Enfin, il va très probablement pas se présenter. C'est juste le grifter absolu, oui. Littéralement. Tu penses que ça existe les woke mulch ou bien c'est une invention de l'extrême droite? Bah moi je suis woke, voilà, donc ça existe. En fait, si tu te dis non woke, t'es en train d'admettre que tu fermes volontairement les yeux sur une partie de la réalité parce que t'es dans le déni. Donc c'est juste lunaire d'admettre que tu n'es pas woke en fait. Soyez woke. Moi je suis woke, on est tous woke ici, j'espère en tout cas. Sinon vous avez un problème en fait.
Peut-être à un moment, la strat, c'est juste de dire, mais en fait, je comprends pas, être réveillé sur la réalité, c'est pas ce que tu veux, justement. Tu n'as pas envie, justement, d'être au courant de la vérité, de la réalité, de pas bien croire ce qu'on t'a dit de croire à la télé et tout. Est-ce que tu veux pas être woke à la place? Je sais pas. Il leur avait dit, vous allez vraiment vous amuser en regardant la télé. Oh, you're gonna have a lot of fun watching television. Et il y en a un qui a dû regarder ça absolument fasciné, c'est Hanouna. On peut donc devenir président en faisant des trucs comme ça, en faisant des happenings comme lui, il le fait lui-même à la télé depuis des années. On peut être président et parler comme ça, et mentir comme ça. Et les gens aiment ça, les gens veulent ça. L'hypothèse d'une candidature à Hanouna, elle était peut-être absurde ou ridicule il y a quelques années, mais dans ce monde-là, Hanouna, il se dit qu'il a le vent dans le dos. Écoutez son programme politique, il en parle librement. Par exemple, il veut sabrer dans les aides au développement. Ça, on enlève. Il y a combien d'années, combien à cela 200 millions, je leur enlève tout de suite, je les appelle. J'appelle le pays, le président. Allô, écoute-moi bien. Les 200 millions, c'est fini. Je les prends pour les Français, je t'emmerde. Merci. Voilà, tu crois quoi, les mecs? Tu crois quoi? Comme Elon Musk, il veut liquider les administrations, démanteler l'État, faire péter les régulations. D'où t'as vu un pays, c'est une entreprise. D'où t'as vu une entreprise où chacun, frère, il a son... c'est vous, quoi. Je veux les voir travailler, moi. Oh. Chacun les fonctionnaires de chaque ministère. Il n'y a plus de ministère. Les ministères, ils sont chez moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a frérot, qui es-tu nomme à l'Arcom? Les mecs, il n'y aura plus d'Arcom. Attendez, c'est pas tout. Il a un programme social aussi. C'est très simple. Tu fais un truc où les mecs gagnent pratiquement ce qu'ils gagnent en brut. Vous voyez ce que ça veut dire? Plus de cotisation, ça veut dire plus de retraite, plus de chômage, plus de sécu. Ah bah, s'il y a plus de cotisation, il n'y a plus d'assurance. Enfin, l'assurance privée, quoi. Et croyez pas qu'il sait pas ce que ça veut dire. Croyez pas qu'il comprend pas ce qu'il dit. Hein. Il sait que c'est un truc hyper capitaliste, il sait que c'est un truc bourrin, mais le prenez pas pour un con. Hein. Et à certains égards, il a bien mieux compris ce qu'était le Trumpisme que beaucoup de commentateurs français. Ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est une révolution fasciste. C'est un coup d'État des riches. Un coup d'État qui a été rendu possible par Trump et ses talents d'entertainer. Hanouna ne se trouve pas moins talentueux. Et quand il parle de tout foutre par terre et de changer complètement les institutions, c'est de ça qu'il parle. D'une révolution ou d'un coup d'État. Ce sont les hauts fonctionnaires qui dirigent la France. Tant qu'on cassera pas tout. Quoi? Ils vont faire le truc du Deep State aussi? Oh, le Deep State français, les fonctionnaires dirigent tout. L'Arcom, le complot. Oh non, les gens, ça va être complètement débile. Là où il m'énerve un peu Usul, c'est qu'on lutte pas contre le fascisme en participant à Backseat. Bah, allez lui dire à lui, hein. Alors oui, il y a bien Ciotti qui essaye un peu de singer le milliardaire américain, mais c'est ridicule, on est d'accord. Zemmour a tenté le coup en 2022, mais Zemmour, c'est un intellectuel, pas un clown. Il avait l'air méchant, mais il avait pas... Attends, Zemmour, c'est un intellectuel? Ok. Du tout l'air rigolo, ça a été un problème. Quant à Bardella et à la mère Le Pen, eux, ils essaient au contraire d'avoir l'air sérieux et respectable. Tout l'inverse de la stratégie Trump. Par contre, Hanouna, oui, là, c'est vrai que ça colle beaucoup plus. Parce que si le fascisme d'aujourd'hui doit être coloré, grotesque, spectaculaire, télévisuel, alors là, oui, c'est lui qui est taillé pour le rôle. Alors, le décalque est grossier et les électeurs ne sont peut-être pas prêts à ce niveau de bouffonnerie et de vulgarité. Mais faut toujours se méfier des clowns. Demandez à Batman. En Argentine, on n'a pas voulu voir venir Joker. Milei. Aux États-Unis, on n'a pas voulu voir venir Joker Trump. moment. On n'a pas non plus voulu croire à sa réélection. Et maintenant qu'il est là, on ne veut pas voir les saluts nazis. On ne veut pas voir les déportations et on ne veut pas admettre qu'un coup d'État est en cours. Donc nous, il va falloir qu'on soit plus malin que ça. Il va falloir déjà qu'on emploie les bons termes. Hanouna et Trump sont deux petits tyrans. Qu'ils se soient lancés en politique ou non, leurs valeurs, leur caractère... Je pense qu'il faut dire que c'est des losers, en fait. Dire c'est des petits tyrans, ouais, c'est pas faux. Mais je pense que c'est avant tout des losers malaisants et cringe, quoi. Surtout ça. Sans Usul, Backseat glisserait peut-être beaucoup plus à droite, même si je ne voudrais pas être à sa place. Genre, ok, je comprends pas cette take. Parce qu'il y a une présence d'Usul quand ils invitent Jérôme Gage sans lui demander aucune question sérieuse, en lui laissant dérouler sa propagande, en lui laissant dire que Mélenchon est un antisémite ouvertement sans aucune contradiction. Si Usul était absent, ça changerait quoi en fait? Usul a pu poser 2 questions et ces questions étaient ultra dans le sens de Gage. Pourquoi la présence d'Usul change quelque chose à ce plateau? Non. Cet univers, c'est l'univers de l'entreprise. Ce sont des tyrans parce que ce sont des patrons. I'm sorry, you're fired. Get out of here. Dans les entreprises, on tolère cette brutalité. Le monde du travail subordonné est un monde où la violence est admise. On y accepte des situations de subordination et d'humiliation qu'on accepterait... Peut-être qu'aux prochaines présidentielles, la strat, c'est d'avoir un Mélenchon encore plus populiste qu'il l'a été les dernières fois. Peut-être que je vais ressortir ma take de Mélenchon doit juste arriver et dire « Je vais verser un chèque de 2000 € à chaque Français, le jour 1 de ma présidence. »
Mélenchon est déjà populiste, ouais, mais il peut faire encore plus. Vous voyez bien, on est dans des sociétés démocratiques, c'est-à-dire ça suppose une espèce d'égalité, un homme, une voix, on est des citoyens et tout. Alors il y a des espaces dans lesquels c'est pas vrai, l'école, l'espace carcéral, et puis il y a le travail, où la démocratie s'arrête aux portes de l'entreprise, comme le disait Jaurès, c'est-à-dire qu'on n'est plus citoyen une fois qu'on est au boulot, on est employé. On a des chefs, on a des patrons, on a une hiérarchie, et on ferme sa gueule. Voilà, on abdique sa liberté, sa dignité. Le bon et le mauvais populisme. Non, les gens, je précise parce qu'il y a souvent une confusion sur le mot populisme et tout. Il faut distinguer populisme et démagogie. Par exemple, promettre des choses irréalisables à des électeurs pour être élu, ça, on qualifie ça de démagogie. Le populisme, c'est une forme du discours en fait. C'est pas forcément le fond du projet politique. C'est comment tu le présentes, comment tu le vends, comment tu parles aux gens, comment tu communiques. Par exemple, le fait de dire il y a une oligarchie, il y a des élites, ils se sont gavés sur votre dos, machin, etc. Ça relève d'un discours populiste. Par contre, c'est pas démagogique. Parce que pour que ça soit démagogique, il faudrait que ça soit faux. Or, factuellement, c'est le cas, c'est ce qui s'est passé. Populisme en opposition à élitisme. Non, peut-être je le mettrais plus en opposition à peut-être un discours technocratique. Tu vois, de venir et proposer une nouvelle courbe mathématique pour tes impôts progressifs, plutôt que venir et dire « Regardez, en fait, l'oligarchie, les milliardaires se sont gavés sur votre dos, ils vivent dans le luxe et ils vous désinforment avec leurs médias. » Non, même le mot « désinforme » est pas assez populiste, tu vois. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est la forme du discours, le populisme. Tu peux avoir un projet politique complètement progressiste, contre le racisme, la LGBT-phobie, féministe, etc., et le présenter dans un discours populiste, hein. D'ailleurs, c'est ce que fait Mélenchon depuis 3 campagnes présidentielles, et à chaque fois, il augmente de score. Donc, ça semble fonctionner quand même, hein. Je suis désolé, mais à un moment, il faut quand même observer les faits, qu'est-ce qui marche. Et ça veut pas dire qu'il faut simplifier sur le fond le projet politique, il faut faire des compromis avec la droite, etc. C'est rien de tout ça, hein. C'est juste la façon dont tu présentes, la façon dont tu fais tes discours, la façon dont tu te comportes sur les plateaux télé, comment tu convaincs les gens. Le RN, c'est du faux populisme, ça se prétend lutter contre les élites, etc., alors que c'est l'inverse absolu, c'est la soumission totale aux élites. Ils veulent appauvrir les gens les plus pauvres, ils veulent taper sur les gens les plus faibles dans la société. J'ai envie de revenir au petit docu, là. Vous avez vu comment Hanouna parle? Vous avez vu comment il ose parler alors qu'il sait qu'il est filmé? Les mecs, on n'y est pas du tout. Vous avez rien compris. Vous avez rien compris. Excusez-moi, les chéris, je vous adore, mais vous avez rien compris. Pour la liberté d'expression, et quand on dit un truc contre, vous nous dites taisez-vous, donc c'est un peu bizarre. Vous serez pas là. Vous serez pas là avec nous longtemps. Merci. Tant pis, hein. Non mais c'est vrai, c'est insupportable cette Géraldine Maillet. On est en train de rigoler là, vous venez nous faire chier. Non mais sans rigoler. Mais je vais pas chier, je dis juste que le ministre vous nous faites chier, Géraldine. Mais je vous dis, excusez-moi, je dis gentiment. Moi, franchement, les gens qui regardent ça à premier degré, je vous juge, mais à un point, je sais pas, je peux pas. Vous nous faites chier, Géraldine. Mais je vous dis, excusez-moi, je dis gentiment. Non, c'est pas comme ça, pas la ferme. Non, pas la ferme. Si, c'est insupportable. La ferme, vous êtes sûr? Oui, la ferme. Ok, salut. Merci, salut, merci, au revoir. Moi, je parlerai même pas comme ça à mon chien, en fait. Ouais, Hanouna, lui, il en fait un spectacle. Et c'est comme ça qu'il a constitué sa petite cour des miracles, avec des gens qui sont coincés là parce qu'ils sont médiocres, ou qui sont grillés partout ailleurs, qui ont des dettes à rembourser, qui veulent passer à la télé à tout prix. Chez Hanouna, tous ceux qui ont pu se barrer se sont barrés, comme Bertrand Chameroy ou Camille Combal. On accepte de rester au service de ce petit caïd que si on est vraiment coincé. Bien sûr qu'ils vont admirer Poutine, et bien sûr que si ces individus se retrouvent au pouvoir, c'est vers le fascisme et la tyrannie qu'ils vont nous entraîner. On a de la chance, chez nous, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, chez nous, c'est que de la télé, comme il disait. Mais Hanouna... Ah, petite dose d'espoir quand même de la part d'Usul, ça c'est stylé. On ne sait pas encore ce qu'il adviendra de cette chaîne, sur les box, sur YouTube, sur Dailymotion, mais il est peu probable qu'il la laisse tomber en septembre quand il devra honorer son contrat avec M6. Hanouna regarde de très près ce qui se passe aux États-Unis et il a sans doute vu la puissance des chaînes et des podcasts de l'alt-right dans le débat public là-bas. Il sait sans doute qui est Joe Rogan, c'est la star dans ce milieu-là. Sa chaîne... Vous voyez par exemple, ça c'est un bon exemple de ce que je disais tout à l'heure. Joe Rogan, quand il est devenu populaire initialement, quand il a commencé, il n'était pas réactionnaire, les gens. Initialement, il parlait de MMA, il parlait de sport, il parlait de genre ses tripes sous ayahuasca, et il faisait des divagations philosophiques débiles, etc. avec ses invités. Mais il était plutôt progressiste sur, par exemple, les drogues. Il a invité Bernie Sanders en 2016, et il a dit que Bernie Sanders l'avait convaincu qu'il allait voter Sanders. Le gars était progressiste, et en fait, il a été acheté au fur et à mesure des années. Et là, ça fait que peut-être 1 an, 2 ans et tout, qu'il est ouvertement pro-Trump et tout. Mais en fait, il a juste été acheté par les républicains, d'accord? Ce mec est à vendre, c'est un vendu, c'est un corrompu. C'est pour ça qu'en fait, je dis, c'est tout complètement possible d'avoir un contenu comme ça qui est méga populaire, parce que c'était le premier podcast depuis des années, c'était le podcast le plus populaire du monde, celui de Joe Rogan. C'est possible et il était, je dis pas que, enfin voilà, si vous écoutez les discussions d'il y a 6 ans sur les podcasts Joe Rogan,
Oui, ça peut être des discussions de bros un peu débiles. Enfin voilà, c'était pas... Souvent en fait, il se laissait porter par ce que disait l'invité. Il offrait pas forcément de grosses contradictions, donc il pouvait se contredire complètement d'un épisode à un autre. Je pense qu'il est toujours progressiste sur les drogues, mais sur le reste, ouais, bah du coup il est en contradiction complète avec Trump et les républicains là-dessus, mais enfin bref, ce serait pas sa première contradiction. Il y a longtemps, ensuite ça a glissé vers des sujets métaphysiques bizarres, etc. Oui, il y a aucune rigueur, il y a aucune... Moi je peux pas écouter un contenu comme ça qui est juste très 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 bête, et je dis pas que Joe Rogan est ultra basé et tout, mais je dis juste que c'est pas parce que vous avez des avis progressistes, etc., que vous pouvez pas être quelqu'un de vachement suivi, de populaire, de charismatique, qui a plein d'invités, tu vois, c'est ça que je veux dire en fait, c'est que parce que je vois des gens dans le chat qui semblent penser que c'est par nature impossible de propager des bonnes idées progressistes et d'être une figure aussi populaire que Rogan ou aussi populaire que Trump, etc. Comme si genre la droite, l'extrême droite, etc., eux ils opéraient en easy mode et les progressistes, la gauche, eux c'est en mode difficile par nature et genre c'est impossible. Non, c'est pas impossible en fait. Cumule des millions et des millions de vues et il faut passer dans son podcast. Moins impressionnant mais tout aussi influent, Hanouna connaît sans doute aussi Tucker Carlson, un ancien de Fox News, viré il y a quelques années, et lui aussi il s'est lancé sur le net et ça marche, ça veut dire qu'il y a un modèle. Et ça, la chaîne YouTube, le podcast, il peut le faire sans Bolloré, il peut le faire sans M6. Si un diffuseur le lâche, il s'en fout, c'est à lui, c'est ses canaux maintenant. Et une fois émancipé, et puis sans l'Arcom sur le dos, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Mais plein de nouveaux trucs. Il va peut-être pouvoir inviter des personnes encore plus radicales, des complotistes encore plus zinzins que Fabrice Divisio, ou des fachos encore plus fachos que Zemmour et Odoul. Il y en a, ça manque pas, il y en a plein Internet en fait, des tarés comme ça. Qu'il se lance ou pas à la présidentielle, Hanouna est en train de se créer un espace à lui, un espace politique et médiatique dont l'extrême droite va assurément avoir besoin à l'avenir. Et la grande question, là, pour le reste de l'extrême droite, c'est est-ce qu'il va les aider ou est-ce qu'il va les gêner? En tout cas, un pouvoir de nuisance, c'est encore un pouvoir. Et c'est assurément de pouvoir dont rêve Cyril Hanouna. Ça commence à se voir. Et nous, on se retrouve dimanche, dans 2 semaines. Voilà, il va falloir faire, dans cet environnement médiatique-là, il va falloir continuer à faire le taf. Bon, de toute façon, il faut qu'il y ait des gens basés qui essaient d'aller sur cette émission, hein, comme à chaque fois. Il faut aller partout, il faut dire les termes, il faut faire comme ce qu'a fait Louis Boyard et se faire virer à nouveau. Alors que tu dis juste des trucs complètement factuels, vérifiables, mais juste ça dérange un tout petit peu les gens les plus puissants, qui veulent pas qu'on parle trop de leurs intérêts en Afrique, etc. Bref.